Bonsoir, bonsoir Bouvron. Bonsoir. Quand on a eu terminé notre meeting à Montreuil, j'ai dit aux journalistes, ils me demandaient où est-ce que j'allais, j'ai dit je vais à Bouvron. Il me dit mais c'est où? Je dis je savais pas. Je croyais que c'était en Bretagne. Mais ce soir, et j'en avais la conviction, la force est avec nous, la force est ici, la force est à Bouvron. Merci à vous d'être là. Parce qu'en plus, il y a un zénith à Bouvron, je découvre. Formidable cette salle. Tous mes remerciements, bien sûr, à mon ami, collègue Jean-Claude Rau. Par ces temps de corruption, j'ai la certitude qu'en étant à ses côtés, nous sommes avec la probité. C'est pas rien. C'est pas rien. Mes remerciements à ses collègues Solène et Maxime, et à Alexandre pour la veste, parce que bien sûr je l'avais oublié. Mes remerciements pour la musique à Mago et Gizmo. Ouais, vous pouvez les remercier. Bon. Vous savez, on va venir le redire, mais notre grand adversaire, c'est l'apathie, c'est l'inertie, c'est la résignation, c'est l'abattement, c'est le découragement. Et il est évident que tout ça se combat avec de la joie, tout ça se combat en musique. Et moi, je suis d'autant plus heureux d'avoir Gizmo ce soir. Il est où, Gizmo? Il est là. Voilà, il est là, il est là-bas, du groupe Trio, parce que le groupe Trio était venu me soutenir pendant ma campagne de législative de 2017. On avait fait un super concert à Amiens, et cette fidélité qui fait que 8 ans plus tard, on se retrouve encore. Merci à toi, merci Gizmo. Enfin, quand vous arrivez ici, que les chaises sont installées, qu'il y a une buvette qui tourne, que bon, c'est qu'en amont du moment où vous venez, il y a du boulot qui a été fait, de communication, d'affichage et ainsi de suite. Donc je voudrais qu'on remercie plein de monde. Jean-Jo pour les lasagnes, Ronan et Pierre pour le son, Nino et Raphaël pour la vidéo, le collectif Nord-Loire pour la buvette, Gérard pour la sécurité, mon équipe et Louise et Julien, parce que c'est grâce à ça, ça ne se fait pas par la main invisible du marché, ça ne se fait pas par la grâce de la Providence, ça se fait parce qu'il y a du travail, du travail bénévole et du travail salarié. Merci à vous toutes et à vous tous. Bon, hier à Paris, c'était la journée des manifs, 3 manifs, chacun la sienne, et avec Marine Le Pen qui dénonçait donc une chasse aux sorcières, une décision non pas de justice, mais une décision politique. Quand même, il faut toujours rappeler de où ça part, d'accord? Toujours le rappeler parce qu'ils font de la mousse autour, mais de où ça part. Marine Le Pen a distribué les emplois fictifs comme des pains au chocolat. Elle les a mis au pied du sapin pour toute la petite famille, elle les a mis pour sa sœur, pour sa belle-sœur, pour son compagnon, pour son chauffeur, pour le majordome de son père, bref, et des emplois fictifs à 5 000 € pour un mi-temps, à 10 000 € pour un temps plein, on n'est pas au SMIC. Il faut rappeler aussi que le Rassemblement national a déjà été condamné, qu'ils ont été condamnés pour recel d'abus de biens sociaux, que leurs copains avaient été condamnés pour détournement de fonds, abus de biens sociaux et compagnie. Pourquoi? Parce qu'ils détournaient l'argent au fil des continents par une série de sociétés écrans, et tout ça par les grands dénonciateurs de la mondialisation. Hier, on avait aussi Gabriel Attal, qui lui avait comme slogan « Tu voles, tu payes ». Je trouve ça audacieux. Venant de la Macronie, je trouve ça audacieux. Il faut se rappeler que Macron a aujourd'hui des enquêtes pour ses 2 campagnes électorales, qu'il avait à ses côtés Alexis Kohler à l'Élysée, qui est poursuivi, mis en examen pour prise illégale d'intérêt, qu'on a placé à la tête du Conseil constitutionnel
Richard Ferrand, et que l'ONG Transparency International a relevé que depuis 2017, ce sont 26 ministres qui ont été mis en cause dans des affaires politico-financières. 26 ministres, il y en a tellement qu'auparavant, on les faisait démissionner, maintenant ils les gardent. Voilà, et c'est cette même ONG qui note que la France dégringole au classement de la corruption. Donc tu payes, tu voles, tu payes. Il va falloir que M. Attal l'applique d'abord à lui-même et à ses amis. J'en ai oublié un dans les emplois fictifs quand même. Vous savez qui j'ai oublié? Non, j'ai oublié Bardella. Bardella, mais oui, il faut le savoir. Il a échappé à la prise judiciaire, mais quand même, Bardella, Jordan, si tu m'écoutes, et oui, Jordan Bardella, c'est 4 mois d'emploi fictif, payé 2 fois le SMIC horaire pour un jeune de 20 ans qui avait à peine le baccalauréat. Il faut le dire, il faut le faire savoir. C'est pas vrai que ça passe crème pour les gens, qu'on peut avoir comme ça des emplois avec rien derrière et que ça leur fait rien. C'est pas vrai, les gens, ça les touche, ça les marque, ça les frappe. Quand on l'explique concrètement, que ça va à la sœur, à la belle-sœur, que c'est du népotisme et que c'est pas des choses fumeuses comme ça les touche et ça les marque. Et évidemment, on doit utiliser ça. Et la preuve que ça les marque, c'est que franchement, quand bien même ils voudraient déstabiliser la République, on a vu hier que sur ça, ils n'en ont pas les moyens. Et c'est quand même une bonne nouvelle que nous avons eue hier. Une bonne nouvelle hier. Ils viennent de se prendre un coup sur la tête, ils n'arrivent même pas à se rassembler à 10 000. La gauche, dans sa division, fait mieux ou à peu près pareil. Il y avait à peu près autant de monde, voire un peu plus, hier à République. Donc, sur le terrain des manifs, on est les meilleurs. On est les plus forts, on est les champions. Le problème qu'on a, c'est, comme vous le savez, qu'une élection, ça ne se joue pas à ça. Et je vais être sérieux parce que autant ils n'arrivent pas à monter en masse à Paris, autant ils arrivent à s'ancrer dans la durée, dans les profondeurs du pays, et ça n'est pas une décision de justice qui va arrêter ça. Moi, je me souviens du post-21 avril 2002, on avait des manifs à Paris et dans les grandes métropoles, des millions de personnes qui dévastaient, qui déboulaient. Mais je voyais et j'avais cette inquiétude que ce n'est pas pour autant que ça ne continuerait pas à pousser dans mon coin. À l'époque, c'était l'usine Whirlpool qui était en train d'envoyer son lave-linge en Slovaquie. Et la suite, je le regrette, mais a donné raison, que malheureusement, on n'arrive pas à chasser le Rassemblement national par des manifestations. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire, mais c'est les cris de F comme fascisme, M comme nazisme, c'était ce qu'on criait à l'époque, ne suffisent pas à les refouler loin des urnes. Comment faire reculer le Rassemblement national? Comment le faire reculer? D'abord, ça se déroule à Paris, mais ça se déroule surtout ici. Ça se déroule à Noyon, ça se déroule à Bouvron, ça se déroule dans les profondeurs du pays. C'est nous qui le ferons reculer en étant ici et en faisant le boulot que fait le collectif Nord-Loire, le boulot que font les agriculteurs qui apportent de l'espoir. C'est par ce travail-là, par ce travail quotidien, qu'on permet dans nos territoires de le faire reculer ou de l'enrayer. Le deuxième moyen, c'est que, bon, déjà, hier, on n'a pas une manif commune, mais il nous faut une candidature commune. Il nous faut une candidature commune. On ne peut pas prétendre vouloir battre l'extrême droite et, alors que nous sommes affaiblis, disons-le, y aller en ordre dispersé, divisé, fracturé. Ce n'est pas possible. C'est une condition nécessaire mais non suffisante. Condition nécessaire mais non suffisante, l'unité. Je dirais l'unité de la gauche et derrière l'unité du pays. La volonté de parler à la France en entier et pas à moitié. La volonté de parler large, de parler à tous. La volonté de rassembler plutôt que
de diviser, la volonté de ne pas être un repoussoir pour se donner des chances de victoire. Voilà la deuxième condition. Troisième condition, je le disais en préambule, il nous faut une attitude. Il nous faut de la joie, de la joie, de la joie, de la joie, de la joie. Vous savez, Sébastien Haffner, qui est un auteur qui avait 30 ans dans les années 30 en Allemagne, il écrit « Histoire d'un Allemand » et il dit finalement le nazisme s'est installé moins par la volonté de quelques-uns que parce que les Allemands sont tombés par millions dans la dépression. Nous devons battre la dépression, nous devons battre l'inertie, nous devons battre l'apathie. Et on n'y arrivera pas seulement en opposant à la colère, en opposant à la haine. Il nous faut transformer la colère en espoir. Si la colère reste de la colère, ça ne vient pas dans notre camp, c'est pas vrai. Nous avons l'obligation de faire cette alchimie qui est de transformer la colère en espoir. Enfin, dernier point, il nous faut un projet. Il nous faut un projet pour notre France, et c'est ce que je viens vous présenter ce soir, brièvement. Notre France qui partage, notre France qui protège. J'avais fait une blague, mais j'ai eu l'interdiction de la faire à Montreuil parce que c'était trop sérieux. Mais je disais, notre France qui protège. Vous voyez, la France qui partage et qui protège. Bon. Allez. La France qui protège. On a derrière nous les collègues de Arcelor. Je me suis rendu sur le site de Arcelor à Dunkerque, 3000 salariés là-bas, 15 000 salariés en France, à peu près. Là, aujourd'hui, c'est un abandon de l'acier dans le pays et en Europe. On est aujourd'hui envahi par l'acier chinois et par l'acier indien, et on laisse faire à bras ouverts. Voilà la réalité. Et dans le même temps, les mêmes qui laissent faire nous parlent de souveraineté. Les mêmes qui laissent faire nous parlent d'industrie de défense. Comment imaginer une souveraineté sans sidérurgie sur le continent européen? Comment imaginer une industrie de défense sans sidérurgie dans notre pays? Et ce qu'ils laissent faire là, ils l'ont déjà laissé faire sur le textile, ils l'ont déjà laissé faire sur l'ameublement, ils l'ont déjà laissé faire sur la métallurgie, ils ne cessent de le laisser faire en série. On l'a vu pendant le Covid, parce que ça fait 40 ans que ça dure, on s'est retrouvés à poil pendant le Covid. On n'était plus capable d'avoir des masques et des surblouses. C'était ma mère et quelques couturières, et peut-être parmi vous aussi, qui fabriquaient des surblouses sur leur machine à coudre. C'était les hôpitaux qui allaient acheter de la toile de jardin chez Gamme Vert. C'est vrai, on en rigole. C'était les soignants qui se revêtaient de sacs poubelles. Voilà comment on était pendant le Covid. Mais depuis, rien n'a changé. Depuis, on n'a toujours pas la capacité de produire des surblouses, de produire des masques, de produire des médicaments. Tout a continué. Et vous savez, évidemment, ce choix du laisser-faire déstabilise l'industrie, déstabilise notre souveraineté, mais ça déstabilise aussi profondément la démocratie. Quand les gens ne se sentent pas protégés, quand ça dure pendant 40 années, quand ce sont des millions d'emplois ouvriers qui sont détruits sans que nos dirigeants ne bougent le petit doigt, évidemment, ça affaiblit la démocratie. Évidemment, ça fait le lien avec notre premier sujet, qui est l'hyperpuissance dans les urnes de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Et il faut voir à quel point ils sont nuls. Non, mais ils sont nuls, c'est effrayant, quoi. Trump, là, décide de mettre des taxes à 20% dans un espèce de truc agressif. Bon. Comment l'Europe riposte? La riposte de Ursula von der Leyen et de l'Union européenne, je l'ai lu, c'est des centaines de pages. Il y a des milliers de produits qui sont concernés dedans. On va taxer le bidet. C'est pas une blague. On va taxer le bidet. On va taxer le chewing-gum. On va taxer la combinaison de ski.
on va taxer les bûches de Noël. Peut-être mon préféré, on va taxer la viande de renne. Mais quel sens ça a? Parce que nous dit Ursula von der Leyen, il s'agit de faire un protectionnisme de rétorsion. Mais non. Moi, ce que je demande, c'est un protectionnisme de construction. Ce que je demande à l'Union européenne, de se dire, voilà les 50, les 100, les 150 produits dont on a besoin, sur lesquels on veut retrouver notre autonomie. Voilà sur quoi on veut se protéger. Est-ce que ce sont les aliments? Est-ce que ce sont les médicaments? Est-ce que ce sont les vêtements? Qu'on en décide ensemble. Mais il nous faut une stratégie. Et c'était bien sûr l'acier. L'acier devrait être sur la liste numéro 1 de ce sur quoi on veut se protéger. Alors, il peut y avoir des mesures symboliques, mais si on devait prendre une mesure symbolique, on sent ce sur quoi on irait faire de la riposte, ça serait la Tesla d'Elon Musk. Plus une Tesla vendue sur le continent, ça serait ça, une riposte, plutôt que la viande de renne et les bûches de Noël. Ça serait sur les GAFA, retrouver notre souveraineté numérique et pas rester entre les mains de Facebook, Amazon ou Twitter, X, pardon. Mais ils ne veulent pas nous protéger. Ils ne veulent pas nous protéger. Pourquoi? Parce qu'ils croient au libre-échange. Vous savez, je viens de Picardie, moi, et en Picardie, c'est la région d'où est née la Grande Jacquerie. Donc en 1358, des châteaux brûlent partout dans notre région, mais ça monte, la fièvre monte jusqu'à Paris, il va y avoir une révolte des bourgeois, toute l'Île-de-France se met à bouillonner aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que 200 ans plus tôt, en 1356, il y a eu la bataille de Poitiers. Et à la bataille de Poitiers, on s'est pris une branlée, mais alors monumentale, par les Anglais. Et là, les simples soldats, les roturiers, ils ont vu quoi? Ils ont vu les officiers, les aristocrates, les nobles, fuir, décamper devant les Anglais. Et là, les paysans qui avaient les armes ce jour-là, ils se sont dit, mais attendez, si c'est ça, nos seigneurs, si c'est ça qui doit nous protéger, à quoi bon? Et c'est pour ça, quand ils sont rentrés au pays, ils sont rentrés au pays avec un esprit de sédition, parce qu'ils se sont dit, mais ce ne sont pas des surhommes, ils ne valent pas mieux que nous. Et je pense qu'on est dans la même situation aujourd'hui. Les gens, ils veulent bien des dirigeants politiques, des dirigeants économiques, mais à une condition, c'est que ça vienne les protéger. Or, depuis 40 ans, c'est l'inverse qui se produit. Depuis 40 ans, nous ne sommes pas protégés par nos dirigeants, nous sommes livrés par nos dirigeants. Je prendrai juste le cas Alstom. Alstom, livré par Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que ça a rapporté à General Electric. Pourquoi? Parce que ça a rapporté gros. 1 milliard d'euros pour Bouygues. Ça a nourri centaines de millions des banques d'affaires et des cabinets conseils. Ça a été pour des gros chèques pour le candidat Macron pour sa présidentielle de 2017. Et ça a été, enfin, son monsieur Industrie qui devient le directeur France de Alstom General Electric. Voilà, ça les nourrit. Ils se servent de ça, mais ils se servent, c'est Technip, c'est le Doliprane, c'est 1500 entreprises ces 10 dernières années, 1500 entreprises qui ont été cédées aux Américains, dont des entreprises stratégiques, l'ATECOR par exemple, des avions militaires, Exelia qui fabrique des composants électroniques qui sont nécessaires à l'armée. Protéger sur l'agriculture aussi. Qu'est-ce qu'ils font? Depuis 1994, les accords de Marrakech, ils ont fait entrer l'agriculture dans la grande lessiveuse de la mondialisation. Là, c'était le CETA, et maintenant, c'est le traité sur le Mercosur, mais on a déjà eu des accords avec la Nouvelle-Zélande, on a eu des accords avec l'Australie. Enfin, ce sont des accords de libre-échange qui sont signés en série et qui, évidemment, construisent une agriculture du dumping social pour les paysans, du dumping environnemental aussi. C'est le responsable de la Fédération nationale bovine, donc la FNSEA de la viande, qui intervenait en commission des affaires économiques, Bruno Dufayet, et qui disait « Mais quelle agriculture vous voulez ?» Il demandait aux paysans, aux députés, pardon. Il disait « Est-ce que vous voulez une agriculture familiale
pour nourrir le pays? Ou bien est-ce que vous voulez qu'on soit en concurrence et qu'on soit compétitif avec les fermes-usines de Nouvelle-Zélande? C'est la question qui posait aux députés. Mais il faut avoir des choix qui soient cohérents. Si on fait des accords de libre-échange, c'est bien pour demander à nos paysans d'être compétitifs avec les fermes-usines de Nouvelle-Zélande. Je me souviens d'un autre paysan, Régis Aubenas, qui avait coupé ses abricotiers, ses pêchers, parce qu'il ne tenait pas la concurrence espagnole, et qui à un moment se retrouve à Bruxelles, parce qu'il rencontre la commission au lait. Et il me dit, j'avais devant moi les petits soldats de Milton Friedman. Milton Friedman, économiste de l'école de Chicago, et lui faisait le lien entre les théories économiques nées aux États-Unis et ce que lui racontaient les responsables de la Commission européenne, notamment sur le lait, parce qu'ils s'apprêtaient à supprimer les quotas de production, les quotas d'importation, les prix planchers, les coefficients multiplicateurs et ainsi de suite. Ils ont pratiqué une dérégulation qui fait que les paysans ne sont plus protégés et que de la même manière qu'on a fait de la Chine l'usine du monde, il y a un grand risque que demain, on fasse du Brésil ou de l'Ukraine la ferme-usine du monde ou la ferme-usine de l'Europe. Eh bien, contre ça, il faut protéger, il faut dire avec clarté que plus aucun accord de libre-échange ne sera signé. Ils refusent de protéger, mais vous savez, c'est général. Ils refusent de protéger les salaires. On a eu le droit à une inflation, là, ces dernières années. Le refus d'indexer les salaires sur l'inflation, ça fait quoi? Ça a fait une perte de 6% des salaires réels. En 3 ans, les salaires réels ont perdu 6%, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat très concret des gens s'est fait grignoter par l'inflation durant 3 ans. Il y avait un moyen de répondre, c'était ce qui existait jusqu'en 1982, l'indexation des salaires sur l'inflation pour protéger les salaires des Français. On ne peut pas d'un côté dire qu'on veut défendre la valeur travail et en même temps faire perdre la valeur du travail, et c'est ce qu'ils ont fait. Protéger, c'est même protéger sur l'électricité, protéger sur l'énergie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le choix de lier le prix de l'électricité au marché, avec des hausses, des baisses, des rehausses, et plus de hausses que de baisses, qui ont touché non seulement les particuliers, mais aussi les artisans, les commerçants, les industriels, tout le monde en série. Et qu'est-ce qu'ils ont produit? De la déstabilisation. On déstabilise les gens alors qu'il n'y avait aucune raison. Il n'y avait aucune raison. Nous produisons notre énergie électrique en France, nous la consommons en France. Pourquoi avons-nous fait cette folie de venir lier notre électricité au prix du marché européen? Il y avait une possibilité pour protéger les Français, plutôt que de jeter des dizaines de milliards d'euros sur les prix de l'électricité, c'était simplement de couper le lien avec le marché de l'électricité européen. Mais vous savez, c'est vrai aussi sur simplement les pénuries de produits dans les pharmacies, multipliées par 7 ces dernières années. Pourquoi? Parce que la production de médicaments, pour eux, doit être déterminée par le marché et par les multinationales du marché. De la même manière, on en a longuement discuté avec les élus locaux avant. Je veux dire, la démographie, le fait que les personnes vivent de plus en plus vieux, qu'elles ont de plus en plus de besoins de santé, qu'on a de moins en moins de médecins pour s'en occuper, il n'y a rien de plus prévisible que ça. C'était gros comme le nez au milieu de la figure qu'on va vers ça. Et pourtant, ils n'ont pas agi. Ils n'ont pas agi sur l'installation des médecins. Ils n'ont pas agi sur la formation des médecins. Ils n'ont pas agi sur tout ça. Pourquoi? Parce qu'il fallait laisser faire le marché. J'entendais Juliette parler tout à l'heure de ses collègues qui sont en inaptitude. Je veux dire, on a aujourd'hui, chaque année, 100 000 travailleurs qui partent en inaptitude. Ça veut dire, en gros, c'est troubles musculo-squelettiques ou le burn-out. Hein. Pour le physique, c'est les TMS. Pour la tête, c'est les burn-out. 100 000 par an. 100 000 par an, c'est comme si la totalité de notre industrie automobile disparaissait tous les ans. Est-ce que vous les voyez agir? Ils ne bougent pas le petit doigt là-dessus. C'est comme si c'était une fatalité, un espèce de phénomène naturel, plutôt que de protéger les salariés.
Moi, j'ai envoyé une lettre, puisque j'étais rapporteur une année, j'ai envoyé une lettre au ministère du Travail en disant « Bon alors, est-ce que je peux avoir les chiffres ?» Parce que ce chiffre-là de 100 000, je vous le sors, ce chiffre n'existait pas. Ce chiffre était inconnu. Bon, donc je leur dis, ils m'envoient une lettre en disant « Ben voilà, il y en a 100 000, mais c'est stable. » Bon, déjà, le fait que ça soit stable, c'était comme une excuse pour eux. Mais en vérité, sur 10 ans, ce chiffre a doublé. On est passé de 50 000 salariés qui sortent pour inaptitude à plus de 100 000 qui sortent par inaptitude. Normalement, ça devrait être un signal d'alarme, de se dire que non seulement ce sont des gens qui sont brisés, mais qui derrière vont avoir bien du mal à retrouver du boulot. Mais ils n'agissent pas, ils laissent faire. Aussi, protéger, c'est protéger le vivant. Quand en une génération, on a la moitié de tout ce qui vit dans les airs, sur terre, dans les mers, et même sous terre, parce que moi je suis attaché à la fonction du lombric, mais bon, la moitié de tout ça qui disparaît en une génération, et qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent faire. C'est protéger les enfants. Quand on voit qu'il y a 160 000 enfants qui subissent des incestes ou des violences sexuelles, qu'on nous dit que c'est 3 par classe, vous le voyez, le plan gigantesque, au contraire, quand ça se passe dans leur collège, ils ferment les yeux et ils laissent faire. Mais, protéger les femmes. Comment accepter qu'on ait en France 1% des viols qui aboutissent à une condamnation? Il y a deux options. Soit on considère que le viol, ce n'est pas quelque chose de grave, et à ce moment-là, c'est logique. Soit ce que tout le monde pense, on pense que c'est quelque chose de grave, et à ce moment-là, on ne peut pas avoir 1%. On ne peut pas avoir 90% de classement sans suite. Parce que la réalité, la loi change. Hein. Il y a des lois qui changent sur le consentement. On change la loi. Maintenant, il va falloir changer le réel aussi. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est que sur les viols, quand il y a une plainte qui est posée au commissariat, il n'y a pas toujours l'audition du suspect. Et il n'y a quasiment jamais d'enquête, de voisinage, d'enquête sur les proches. Il n'y a pas d'enquête de relevé de traces ADN. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'enquête qui est menée derrière. Ça veut dire aussi qu'en matière de protection, il faudra les ordonnances de protection. Ça, et ce qu'il nous faudra, c'est une police qui en fait sa priorité. Qui fait sa priorité de ça, notamment, de défendre les femmes sur les viols et pas de mener en série des contrôles d'identité qui sont aujourd'hui très orientés. Je vous dis ma conviction profonde que notre mot-clé, notre mot sacré doit être protégé. Qu'aujourd'hui, le fait que les gens, notamment sur l'emploi, notamment sur l'économie, notamment ne se sentent pas protégés par leurs dirigeants, est un vecteur majeur dans la durée, depuis 40 années, d'une colère populaire. Et notre devoir à gauche, le devoir de la gauche, ça doit être que les gens, désormais, se sentent protégés. Se sentent protégés contre une main très visible du marché, notamment une main très visible du marché qui les broie depuis 40 années. Nous avons le devoir, demain, de protéger. Pourquoi ils ne le font pas protéger? Ils ne le font pas parce qu'il y a leur dogme, laisser faire le marché, la concurrence, la compétitivité, etc. etc. C'est vrai qu'il y a ça. Mais ils ne le font pas aussi parce que ça rapporte gros. Ça rapporte gros. Vous savez, aujourd'hui, on vit du gavage pour les uns et du rationnement pour les autres. Voilà pourquoi il nous faut notre France qui partage. En août 2023, dans Les Échos, de mon ami Bernard Arnault, oui. Je considère qu'il y a 2 journaux marxistes en France, il y a Les Échos et l'Humanité, parce que ce sont les 2 seuls qui parlent un petit peu des dividendes quand ça advient. Oui, parce que dans tous les discours d'hier,
Vous pouvez écouter s'il y a le mot dividende, s'il y a le mot profit. J'ai lu le bouquin de Bardella, il n'y a aucun moment où ça apparaît. Vous savez, j'appelle ça un lipogramme. Vous savez ce qu'est un lipogramme? Un lipogramme, c'est la disparition de Georges Perec, où il arrive à écrire un livre entier sans utiliser la lettre E. Aujourd'hui, dans notre pays, parvenir à faire des discours, et des discours de politique économique à la tribune, sans prononcer une seule fois le mot profit, le mot dividende, le mot bénéfice, je vous assure que c'est une forme d'exploit littéraire, quoi. Donc vous aviez en août 2023, les dividendes atteignent de nouveaux records. Mais l'année d'après, la France est championne d'Europe des dividendes avec de nouveaux records. Les Échos, ensuite, les dividendes sont partis pour battre de nouveaux records cette année. Et là, désormais, en mars 2025, un nouveau record de 68 milliards. Les entreprises tricolores ont une nouvelle fois été les premières. On est les champions Cocorico, on est les meilleurs du continent. Et ça a augmenté de plus 8,2%. Donc c'est un gavage. Je rappelle toujours, si on peut se mettre ça en tête, à la naissance du classement de Challenge, en 1996, les 500 fortunes françaises possédaient l'équivalent de 5% du PIB. Aujourd'hui, à l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, on était à 20%. Aujourd'hui, on est à 45%. Ah oui, ça vous fait un choc à vous aussi. Bon, ça prouve que je n'ai pas encore assez répété. Donc, non, et voilà. Tiens, on peut faire un... Est-ce qu'il y a les DVD de Au Boulot sur la table de Fakir ou pas? Je voudrais remercier Kevin d'ailleurs, qui tient la table de Fakir. Kevin qui est aide-soignant à l'hôpital et qui file un gros coup de main pour ça. Bon. Mais il y a des DVD de Debout les femmes dans lesquels se trouve brièvement, pour la dernière scène, Juliette à l'intérieur. Donc je propose un DVD de Debout les femmes à celui qui reconnaît l'auteur de ce passage. La rentabilité du capital que nous connaissons depuis 20 ans est très excessive et détourne une part de la valeur trop importante vers les actionnaires, alors qu'elle devrait davantage permettre de financer la transition écologique et de mieux rémunérer les salariés. Pas Macron. Pas Bernard Arnault. Pas Bruno Le Maire, mon chauffe. Ah, j'ai entendu. Éric Lombard, vous avez gagné un DVD de Debout les femmes, madame. Volez. Éric Lombard, donc maintenant ministre de l'économie, mais qui était auparavant le président de la Caisse des dépôts et consignations, qui énonçait ceci: lorsque j'ai commencé ma carrière professionnelle, le taux de rentabilité du capital admis correspondait environ à 7%. On considère que désormais que 15% de rentabilité est la règle. Cela a conduit à une concentration des richesses qui choque à juste titre. Par ailleurs, ces exigences de rendement du capital ne permettent de financer qu'un nombre limité de projets qui doivent présenter une rentabilité élevée. Cela n'encourage pas l'investissement écologique ni de long terme et limite le champ de l'investissement. Voilà l'analyse du capital que menait, malheureusement c'est au passé, notre ministre de l'économie lorsqu'il n'était pas ministre de l'économie. On lui a proposé la même question, on lui a posé une question écrite là, pour lui dire bah alors qu'est-ce que vous en dites maintenant que vous avez les commandes? Qu'est-ce que vous allez faire contre ça? Mais enfin, il faut bien voir qu'on peut parler de plein de choses, mais le nœud du problème, ça reste touche pas au Grisby, quoi. Hein. Si jamais on ne touche pas à ça, si jamais on ne récupère pas ça, on n'aura pas l'argent ni pour faire la protection des femmes, des enfants, pour avoir de quoi investir dans les services publics, ni pour faire la transition écologique, ni pour payer comme il faut dans notre pays les salariés. Avec un capital qui en vérité dévore, vampirise, se vampirise presque lui-même. Donc l'enjeu central, il demeure là pour récupérer des marges de manœuvre, parce que sinon, on a du gavage pour les uns et on a du rationnement pour les autres. On a... tiens, je passe chez Lidl, et il y avait deux gamins qui étaient autour d'un caddie, et qui demandent à leur maman, bon, maman, il y a la pizza, il y a le jambon, il y a les pâtes, on avait dit qu'on s'arrêtait à 20 €, c'est ça? Et voilà, c'est évident que c'est de la privation. C'est un tiers des Français qui aujourd'hui se privent. Qui se privent sur leur alimentation, qui se privent sur les vacances, qui se privent sur leur santé, qui se privent sur leurs déplacements. Mais
ce sont aussi les services publics qui sont privés. Vous savez, je pense que comme moi, Jean-Claude, participe tous les ans à cette grande bataille autour des écoles. Hein. Tous les ans, il faut aller négocier le bout de gras au rectorat pour savoir si on va réussir à sauver une classe par-ci, une classe par-là. Et alors, on arrive avec nos statistiques et on dit, mais non, ça ne sera pas 22,7. Vous voyez, il y aura 23,1 élèves par classe. Ça veut dire que nous, de notre côté, on est obligé de se justifier avec des chiffres après la virgule, pendant que eux, ils accumulent des chiffres avec tellement de zéros qu'on ne sait même plus les compter. Je veux dire à propos de ça que nous ne sommes pas seuls. Je veux pas que vous croyiez qu'on est seuls. Déjà, on est 1000 ce soir. 2000. 2500. 2513, soyons exacts, soyons précis. Non, on n'est pas seuls. Vous savez, quand on demande aux Français, est-ce que vous êtes d'accord pour taxer les dividendes, c'est 90% des Français qui sont d'accord avec nous. Et ce n'était pas le cas il y a 10 ans. On a avancé là-dessus. Mais ce sont les gilets jaunes qui, sur les ronds-points, avec pour slogan que les petits payent petits et que les gros payent gros en matière d'impôts. Alors qu'on est dans un pays où vous et moi, on va payer plus en pourcentage que les milliardaires. Mais je veux ajouter que même chez les riches, on a fait un colloque à l'Assemblée nationale sur la taxe Zuckman, 2%, de petits pourcents, de taxes sur les patrimoines des millionnaires, milliardaires. Et il y a un millionnaire qui est venu, Marc Batty, entrepreneur, start-upper, créateur, et qui avait publié une tribune avec 114 de ses collègues start-upers, millionnaires, pour dire, dans les Échos, taxez-nous sur nos héritages. Ça veut dire que tous les riches, tous les millionnaires ne sont pas des Bernard Arnault qui nagent comme des requins dans les eaux froides du calcul égoïste. Notre France qui protège, notre France qui partage. Je regardais hier, tu l'as dit Jean-Claude, Attal a fait un clip Notre France. Je regardais, évidemment, il dure 1 minute 30, ça va, c'était pas trop... On croirait un clip pour Dior. Je vous jure, il y a tous les beaux monuments, ils sont là. Hein, et alors, avec la lumière du soleil couchant, c'est magnifique, c'est le Paris des beaux quartiers avec des avenues qui sont vides. On croirait, vous savez, les billets de l'euro. Quand ils ont changé les francs en euros, sur les francs, on avait Antoine de Saint-Exupéry et le Petit Prince, on avait tout ça, puis après ils ont mis des trucs carrés, des formes un peu abstraites. Bah là, c'était un clip abstrait, mais à la fin quand même, il y a la foule dans le clip de Attal. C'est une foule de supporters. Voilà, c'est les supporters de matchs de foot qui sont là. Mais il n'y a rien de la vie ordinaire. Il n'y a personne qui va au boulot. Il n'y a personne qui prend le bus ou le métro. Il n'y a pas un paysan, pas un prolo. C'est pas ça notre France. Notre France, c'est Caroline, accompagnante d'enfants en situation de handicap au lycée de Châteaubriand, qui s'occupe de Rodam et de ses copains, qui souffrent d'autisme et de tous les 10. En cuisine, en CAP, elle les voit progresser, eux qui n'osaient pas, qui manquaient de confiance en soi, avec la peur de l'autre, la peur, et qui maintenant se livrent au service, se saisissent d'un couteau, épluchent une pomme, elle y va pas à pas, elle progresse avec eux pour 1 100 € par mois. Notre France, elle est là. Notre France, c'est Rodolphe, son coordonnateur, un stit qui jongle entre les agendas, qui se débrouille avec les handicaps et les consignes du rectorat, les I comme individualisés, les M comme mutualisés, qui fait de son mieux pour respecter les 80 élèves, respecter les 37 AESH, respecter malgré les trous dans le budget, malgré les dotations supprimées. Notre France, elle est là. Notre France, bien sûr, c'est celle de Guy Môquet, Châteaubriand toujours, 16 ans, l'âge de mon fils, arrêté par les nazis près d'ici et qui, avec ses 26 camarades, avec 26 otages,
se dirige vers les poteaux, se dirige vers la mort en chantant la Marseillaise. Ma petite mère chérie, mon tout petit frère adoré, mon petit papa aimé, je vais mourir. J'aurais voulu vivre. Mais ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que ma mort serve à quelque chose. En vous embrassant de tout mon cœur d'enfant, courage, Guy. Et oui, oui, sa mort a servi à repousser l'oubli. Sa mort doit nous servir, encore et toujours, à repousser le pire. Notre France, elle est là. Notre France, c'est Jean-Michel dans sa ferme fabrique de yaourt à Blain, avec ses 13 salariés, ses 75 vaches et les 42 paysans qui, à travers le pays, l'ont imité. Jean-Michel, il est venu du côté obscur de la force, de la très grande multinationale américaine, et qui s'est mis en repenti à l'artisanal. Et nous avons besoin d'entrepreneurs, de créateurs, d'innovateurs pour notre France, des entrepreneurs, des créateurs, des innovateurs, des start-upers, si vous voulez, qui ne feront pas ça pour des dividendes, mais pour l'humain, pour le pays, pour la vie. Notre France, elle est là. Notre France, c'est Marie-Alexis, maire de Saffré, qui me dit à la réunion de tout à l'heure, elle me dit, Régine a perdu son docteur du jour au lendemain. Elle a 93 ans cardiaque. On ne peut pas la laisser comme ça. On a dû faire des pieds et des mains pour lui trouver un médecin. Notre France, elle est là. Notre France, c'est Gizmo, qui le samedi matin amène son gosse au judo. Bah ouais, notre France, elle est là. Notre France, c'est Francis, maraîcher des Ortillons à Amiens, et qui vendait ses légumes, ses poireaux, ses navets ce dimanche sur le marché. Le terrain inondé il y a un mois, et aujourd'hui il me dit la terre toute sèche qui cratère, qui se gondole, qui fait comme une éponge, d'un souci de suivant, avec le climat qui change. Notre France, elle est là. Notre France, ce n'est pas la France qui se sert, c'est la France qui sert. Elle se serre la ceinture, mais elle sert. Elle sert du matin au soir dans les hôpitaux, dans les plateformes logistiques, dans les supermarchés. Elle sert sans piquer un billet chez les personnes âgées. Elle sert sans passer à la télé. Elle sert malgré le crédit à payer, malgré les factures prélevées. Elle sert malgré le compte à zéro, malgré la banque qui prend les agios. Ça fera un mois sans resto. Elle sert malgré l'inquiétude. Est-ce qu'à mes enfants, je vais pouvoir leur payer des études? Notre France, elle est là. Notre France, c'est Sadia, ma coiffeuse au quartier nord d'Amiens, sur la place Marivaux. Sur le parking, devant chez elle, il y a bien sûr des jeunes qui traînent, et elle sert de médiatrice pour sa clientèle. Un lundi, elle me raconte, j'avais ma journée LGBT, toute une asso qui venait pour se faire coiffer, on les repère à des kilomètres. J'ai prévenu les jeunes du quartier, je leur ai dit, ils sont comme vous, ils souffrent du rejet, ils se sentent étrangers. Ils sont arrivés, mais LGBT, et tout s'est bien passé. Notre France, elle est là. Notre France, c'est la championne d'Europe du mariage mixte. Un tiers des étrangers qui, à la première génération, se marient avec des Françaises, des Français sans parents ni grands-parents étrangers. Et c'est 2 tiers à la deuxième génération, médaille d'or de l'exogamie. Notre France, elle est là. Notre France, elle est là, avec une France qui se fait par l'amour, par les câlins, par les bisous, par les pelles qu'on se roule, par les chromosomes qu'on s'en mêle. Notre France, elle est là. Voilà la France qu'on veut, voilà la France qu'on a, et voilà la France qu'ils ne nous enlèveront pas. Bon, ça vous a plu, notre France? On fait quoi maintenant? On reste chez soi, la tête sous les draps, à déprimer. Parce que vous savez que souvent, quand je demande à un copain de gauche comment ça va, après ça, j'ai la liste de tout ce qui ne va pas. Trump et Bardella, l'IA et le climat social, l'école et l'hôpital, bon bref.
Mais je veux dire que nous avons une tâche qui est rude, une tâche qui réclame une grande force, une tâche qui, évidemment, malgré les 2513 personnes présentes ce soir à Bouvron, une tâche qui réclame de décupler, de multiplier par 100, par 1000 encore cette force, parce que nous avons à desserrer l'étau. Nous avons à desserrer l'étau à gauche, entre les trop fous et les trop mous. Nous avons à desserrer l'étau dans le pays entre l'extrême droite et l'extrême argent. Et nous avons à desserrer l'étau dans le monde entre Trump et Poutine, entre Milei et Netanyahou. Nous avons à desserrer tous ces étaux pour rouvrir l'espoir pour que, entre ces étaux desserrés, eh bien, il apparaisse un rayon de lumière. Vous savez, il n'y a pas besoin que la lumière elle soit immense, il n'y a pas besoin d'allumer des grands phares de multicolores. Des fois, quand on est dans le tunnel, il suffit d'une petite lumière et les gens viennent vers la lumière. Nous devons être cette lumière, nous devons être cette force qui dessert les étaux. J'entends les résignés qui baissent les bras. Je veux dire que rien n'est fichu, rien n'est perdu, rien n'est foutu. Parce que, qu'on se souvienne du 9 juin au soir. Le 9 juin au soir, au moment de la dissolution, on avait déjà Bardella qui préparait ses cartons pour Matignon. C'était fichu, c'était foutu, c'était perdu. On avait nos partis qui étaient chacun dans leur couloir, qui s'étaient pas tapés dessus sur Twitter pendant 6 mois et qui s'étaient présentés sur des listes séparées pour les élections européennes. Au soir de ça, on tente quelque chose. C'est Roosevelt qui disait le pays ne nous en voudra pas d'avoir échoué, mais il nous en voudra de ne pas avoir essayé. Donc ce soir-là, on tente quelque chose. On dit Front populaire, on dit au parti soyez unis, arrêtez vos conneries. Et ça n'avait rien d'un trait de génie, parce qu'au fond, vous étiez des centaines de milliers, vous étiez des millions à le réclamer derrière votre poste de télé. Et c'est apparu comme une évidence. Et c'est apparu comme une évidence qui a libéré les énergies, comme causerait Macron, et qui fait que, dès le lendemain, on a eu des centaines de milliers de personnes qui ont signé des pétitions. On a eu des milliers de personnes à Paris qui ont fait des manifestations devant les sièges des partis. Et en 4 jours, ce qu'on n'a pas réussi à obtenir auparavant en 6 mois, en 4 jours, on avait une gauche unie, bon an, mal an. On avait un programme en abrégé, on avait un partage de circonscriptions, on avait de quoi, nous, ressentir à nouveau de la force. De la force parce qu'on pouvait être unis, on pouvait être réunis, et on sait que dans des coins comme le nôtre, nous n'avons pas le loisir de nous diviser, de nous séparer, de nous fracturer. On sait dans des coins comme le nôtre qu'on n'est pas assez fort pour ça. Et en un mois d'une belle bataille, dans n'importe quel endroit, et même dans des endroits où on savait que c'était le Rassemblement national qui allait gagner. Les gens se retrouvaient quand même, ils allaient quand même au porte-à-porte, ils allaient quand même distribuer des tracts, ils allaient quand même coller des affiches, parce qu'ils avaient le sentiment d'un élan, ils avaient le sentiment d'une force collective. Et je sais qu'ici, parce que vous y croyez à la victoire et vous avez raison, parce que vous étiez fiers de votre candidat et vous aviez raison, c'est 500, 600, 700 personnes qui se sont retrouvées au plus près des terrains pour mener la bataille. Une force s'est levée. Au bout d'un mois, nous n'avons pas gagné. Ici, vous avez gagné, j'ai gagné sur le fil, mais dans le pays, nous n'avons pas gagné. Et moi, je n'ai jamais voulu entretenir cette illusion parce que ça n'est que source de désillusion. Nous n'avons pas gagné parce que nous n'avions pas la majorité dans le pays, nous n'avons pas gagné parce que nous n'avions pas la majorité à l'Assemblée. En revanche, nous avons gagné un sursplis, nous avons gagné un répit, qu'il nous faut maintenant mettre à profit. Nous avons 2 ans. Nous n'avons pas 4 jours, nous n'avons pas 1 mois, mais nous avons 2 ans. Nous avons 2 ans pour qu'apparaisse une force qui vienne redire au parti « Soyez unis, arrêtez vos conneries », et une force qui, entre l'extrême droite et l'extrême argent, dessert l'étau et fasse apparaître un rayon de lumière où pourront se retrouver tous les hommes et les femmes de bonne volonté. Je veux dire à nouveau que il n'y a pas de fatalité, nous pouvons l'emporter. La crise de 29 a débouché sur le nazisme en Allemagne
sur le New Deal aux États-Unis et sur le Front populaire en France. Il n'y a pas de fatalité, nous pouvons l'emporter. Pas une seule fois dans notre histoire, l'extrême droite n'est arrivée au pouvoir par les urnes. Ils ne sont arrivés qu'une seule fois au pouvoir, ça a été par la défaite de nos armées, et ça a laissé des souvenirs sinistres dans nos mémoires. Il n'y a pas de fatalité, nous pouvons l'emporter. Et encore, si tu veux, ouais, merci. Donc, ma conviction profonde, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité, nous pouvons l'emporter. Nous pouvons faire que demain, vous savez, que ça soit un monde parfait, idéal, dans une France où régnerait une égalité pure et parfaite, c'est pas ça qu'on vient viser. Hein? Si on arrive déjà à changer la vie un peu en mieux, changer la vie un peu en mieux, on le peut. On le peut pour nos ouvriers, on le peut pour nos paysans. Ne pas laisser le pouvoir entre la main invisible du marché, mais avoir une volonté politique qui vient réguler, qui vient entraver, qui vient sortir des secteurs du marché, qui vient sortir le secteur de la santé du marché, qui vient sortir le secteur de l'éducation du marché. Ça, nous sommes en mesure de le faire. Une force, il nous faut aujourd'hui une force qui vient lutter contre l'apathie, contre l'inertie, qui vient, comme dirait Johnny, donner l'envie d'avoir envie. Une force qui fait qu'aujourd'hui, ici, à Bouvron, on parte peut-être avec nos cahiers de doléances, cahiers d'espérance, qu'on aille voir les gens de nouveau, qu'on retourne au terrain, qu'on les fasse ensuite remonter à Paris, qu'on en fasse une grande assemblée, qu'on compose une équipe de France qui serait faite de belles personnalités qu'il y a chez les communistes, chez les insoumis, chez les socialistes, chez les écologistes évidemment, et qu'on se dise que demain, on peut transformer notre pays un peu en mieux. Ma conviction, c'est que on peut rester chez soi et on peut baisser les bras, on peut aller mettre la couette et se foutre sous les draps. On peut faire ça, d'accord? Mais disons-le, on va avoir des regrets et on va s'ennuyer. Donc là, ce qui est possible de faire, ensemble, c'est d'avoir une aventure. C'est d'avoir une aventure comme vous avez vécu une aventure avec Jean-Claude pendant la campagne des législatives. C'est de se remettre de l'énergie, redonner de l'envie d'avoir envie et combattre autour de soi à chaque instant l'apathie, l'inertie, parce que tout ça ne fait que dérouler sur la pente du pire. J'ai la conviction avec vous ce soir qu'on peut y arriver, qu'il n'y a pas de fatalité, que nous pouvons l'emporter et qu'à la fin, c'est nous qu'on va. À la fin, c'est nous qu'on va. Merci à vous.